Aujourd'hui, on va parler des écrans, des réseaux sociaux, des jeux vidéo, tout ce que vous avez envie de savoir sur ce que font vos ados sur leurs écrans. Mais d'abord, le générique. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Vos adolescents sont toujours sur leur téléphone et vous ne savez pas ce qu'ils y font ni comment les protéger. Une interview de Marguerite Marie Bourdelet, psychologue clinicienne et psychothérapeute. C'est parti pour l'interview. Bonjour Marguerite. Bonjour Sarah. Alors est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Oui, volontiers. Je suis psychologue clinicienne à Bordeaux depuis bientôt 3 ans. Ok. Donc je travaille dans mon cabinet libéral en fait, où je reçois des profils assez variés de patients, un peu tous les âges, un certain nombre de problématiques variées. Après, certaines problématiques reviennent plus que d'autres. Et en ce qui me concerne, j'ai un âge qui revient un peu plus que les autres, c'est tout ce qui est la tranche d'âge adolescent. Ok. Entre autres parce qu'à côté de mon activité en libéral, je travaille pour des établissements scolaires, pour des lycées, mais en particulier pour un collège. Ce qui fait que très régulièrement, je suis au contact d'adolescents, mais aussi de parents d'adolescents, de leurs problématiques. Ok. Du coup, aujourd'hui, on va aborder la thématique des écrans à l'adolescence. Alors, on entend beaucoup de parents dire « oui, il est tout le temps sur son téléphone ». Alors, moi, j'aimerais bien que tu nous expliques qu'est-ce qu'ils font sur ce téléphone et pourquoi les ados sont scotchés à leur téléphone. Bon, alors déjà, je tiens un petit peu à relativiser les propos des parents. L'adolescent n'est pas tout le temps sur son téléphone. L'adolescent est très souvent sur son téléphone, entre autres en présence de ses parents, déjà, et de sa famille. Qu'est-ce que fait l'adolescent sur son téléphone ? Alors, il fait plein de choses. Déjà, il reste en lien avec les autres. C'est-à-dire que l'adolescent ou l'adolescente quitte son cercle social, ses amis, il va pas réellement les quitter parce qu'il va rester en contact avec eux, entre autres via les réseaux sociaux. Donc déjà, il y a ça, il y a garder le contact avec les autres. Sur son téléphone, l'adolescent aussi évite beaucoup. Il évite beaucoup de choses à un âge où beaucoup de choses sont inconfortables ou sont angoissantes. Il peut entre autres éviter le contact avec les personnes qu'il n'a pas envie de percevoir comme des interlocuteurs. Okay. Donc à cet âge-là, beaucoup la famille. C'est un moyen de s'isoler en fait. L'écran, beaucoup. En termes d'étymologie, c'est intéressant parce que écran, ça vient du néerlandais paravent, ce qui est une image assez parlante dans le sens où l'écran, non seulement un écran, ça vient nous cacher de l'autre et de nous-mêmes aussi, mais ça vient aussi nous en protéger. Et l'écran, d'ailleurs, c'est assez parlant quand on voit les écrans devant les yeux. Ça cache le visage. Il vient protéger beaucoup. Il vient protéger, il vient modifier l'apparence, il vient modifier l'angle de perception, ne serait-ce qu'à travers les réseaux sociaux. C'est assez utilitaire à ce niveau-là. Et puis l'écran, il vient aussi isoler l'adolescent de beaucoup de ses angoisses et de beaucoup de son ennui. Et c'est là, encore une fois, que j'ai relativisé. On parle de l'ado qui est tout le temps sur son écran. Il suffit de prendre les transports en commun, d'attendre un arrêt de bus, de regarder au boulot. L'ado n'est pas du tout seul sur son écran. L'adulte est tout autant sur son écran. C'est juste qu'il le dissimule plus, qu'il fait un petit peu plus de mauvaise foi, qu'il prétend regarder ses mails. Et voilà. Et qu'il le fait peut-être moins devant ses enfants. Okay. Mais les 10 heures de classe pour lesquelles l'enfant n'est pas devant son écran, les 8 heures de classe, le parent qui est au boulot doit sûrement y être. Ses réseaux sociaux, il envoie un texto, il appelle, voilà. Ok, donc relativisons sur ça. Oui, enfin, après, tout le monde est sur son écran, c'est un peu la conclusion à tirer, ce qui n'est pas forcément ce qu'il y a de plus positif. Non. Mais en tout cas, peut-être oui, évitons de stigmatiser les adolescents autant qu'on le fait aujourd'hui. Ok. Est-ce que l'utilisation des écrans nuit à la santé ? Alors, l'utilisation des écrans peut nuire à la santé. En effet, déjà strictement sur un plan physique, trop regarder des écrans sans lunettes avec des verres bleus par exemple, ça abîme les yeux. Souvent quand on passe beaucoup de temps sur les écrans, on dort mal et on perturbe ses rythmes biologiques. On peut aussi moins bien se nourrir. Donc ça nuit à la santé évidemment. Ça nuit à la santé en termes de posture parce qu'on est plus courbé, on se tient moins bien, donc ça crée des troubles musculo-squelettiques. Et ça peut évidemment nuire à la santé psychique de l'individu. Oui, c'est sûr que tout le temps regarder les réseaux sociaux, se comparer aux autres, tout ce qui peut arriver en regardant ça, quoi.
Oui, en fait, oui, il y a plein de raisons. Bon, déjà, au niveau des réseaux sociaux, il y a des dangers propres aux réseaux sociaux. Il y a des dangers propres à l'utilisation, à la pratique des jeux vidéo, qui ne sont pas seulement dangereux, cependant, j'insiste. Et il y a des dangers qui sont propres à l'utilisation des écrans, entre autres le réflexe de toujours se saisir d'un écran. C'est quelque chose qui nous empêche, et qui empêche l'adolescent de développer sa vie fantasmatique et sa capacité d'introspection. Parce que c'est des zones du cerveau qui, en fait, se développent selon l'utilisation qu'on en fait et qui plus ou moins s'atrophient de par l'absence d'utilisation. S'il n'y a jamais de moments, en fait, les moments d'ennui sont extrêmement importants pour l'enfant, pour l'adolescent, mais aussi pour l'adulte, parce que c'est les moments pendant lesquels ces zones-là vont s'activer et pendant lesquels il va pouvoir aller dans donc son univers fantasmatique et dans lequel il va pouvoir être poussé à l'introspection. Donc entre autres développer une meilleure connaissance de lui-même, développer une meilleure observation de l'autre, une meilleure empathie. Mais c'est aussi là, Freud parlait du fantasme en disant que c'était le lieu où on venait, alors c'est pas la citation exacte, mais l'idée c'est que c'est le lieu où on vient réparer toutes les insatisfactions de la réalité. D'accord. En fait, c'est hyper important qu'on ait cet espace mental pour venir compenser toutes les insatisfactions du quotidien en s'imaginant des choses qu'il n'a pas rejouées, scénariser une scène dans sa tête qui était insatisfaisante et contrariante en disant ah, j'aurais pu faire comme ça vient soulager quelque chose. Ouais. Et en fait, ces moments d'ennui sont super importants pour ça. Et quand on ne les a pas, ce qui est le cas quand on regarde systématiquement son écran, ce que font la majorité des gens, dès qu'ils ont 2 minutes à ne rien faire, eh bien c'est vraiment une perte en termes d'équilibre et de développement personnel. D'accord, hyper intéressant. Est-ce que tu pourrais aussi nous parler maintenant des aspects positifs de l'utilisation des écrans ? Alors oui, c'est très important de souligner qu'il y a beaucoup d'aspects positifs à l'utilisation des écrans et à l'utilisation des réseaux sociaux. Par exemple, les écrans, c'est une scène virtuelle. Entre autres, à travers le jeu, c'est une scène sur laquelle l'adolescent va pouvoir expérimenter énormément de choses qu'il ne peut pas expérimenter dans sa vie réelle. Soit parce que ce sont des choses trop dangereuses, soit parce que ce sont des choses prohibées, soit parce que ce sont des choses qui vont être mal perçues. Je pense au jeu des Sims, qui parlera plutôt une personne de ma génération, qui est très, qui est flagrant à ce niveau-là. Parce qu'on peut y tuer ses parents en fait. C'est un âge où, et pas seulement cet âge-là, où on a beaucoup de pulsions aussi agressives, on a beaucoup de contrariétés, on a aussi beaucoup de pulsions très positives, on a des envies de construire, mais c'est compliqué de se lancer dans la vie réelle, alors c'est très intéressant d'avoir un espace virtuel pour le faire. C'est pareil pour la mise en lien social, c'est un endroit où on peut entretenir un cercle social très différemment, c'est un endroit où on peut s'informer, où on peut se divertir, où on peut apprendre. Les écrans, donc c'est un endroit où on peut partager, il y a énormément d'avantages à l'utilisation des écrans finalement, si c'est fait d'une façon positive. Ok, bah alors maintenant qu'on a parlé du positif, on va parler des dangers des réseaux sociaux. Ok, alors les réseaux sociaux évidemment comportent énormément de dangers. Déjà parce que leur utilisation, en fait les réseaux sociaux actuels reflètent la différence d'utilisation que les adolescents d'aujourd'hui font d'Internet par rapport à celle que faisaient leurs parents. Le premier danger c'est ça, c'est l'énorme décalage d'utilisation qu'il y a, et donc de façon d'appréhender du parent aujourd'hui avec réalisme les avantages mais aussi les dangers du réseau social. Déjà il est dangereux à travers les personnes qui le fréquentent, parce que finalement c'est très très facile de fréquenter un réseau social avec une fausse identité, donc être un prédateur, que ce soit un prédateur sexuel, donc par exemple beaucoup de pédophiles, ou un prédateur en termes de hacking, donc les gens qui vont venir hacker les comptes en banque, etc. Il n'y a rien de plus facile que de guider un adolescent ou un enfant sur un réseau social à transmettre les coordonnées bancaires de ses parents. C'est un âge auquel on est naïf, parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre, et on n'a pas trop de mal à confier ces données-là à un étranger. Donc c'est un réseau social dangereux à ce niveau-là. D'autant plus dangereux que beaucoup d'adolescents et d'enfants sont très mal éduqués par leur entourage adulte à protéger leurs données. Ouais. Or, il faut que le parent soit conscient qu'il est responsable des données que son enfant partage sur les réseaux sociaux. Et très vite, l'enfant partage son adresse, le nom de son école, le nom de ses amis, le nom de sa fratrie. Et c'est extrêmement... c'est une mine d'or, en fait, pour un prédateur. Il en fait ce qu'il veut. En fait, c'est extrêmement facile, donc c'est très dangereux. Ok. Le réseau social et le jeu vidéo aussi, ainsi que tout ce qu'on voit sur les écrans, les dessins animés, les films,
c'est aussi très dangereux en termes de référentiel et en termes de thématiques qui sont abordées. Déjà parce que c'est très stéréotypé, globalement, que ce soit dans les dessins animés, les films, dans les jeux vidéo, c'est intéressant de regarder les corps des hommes et des femmes, qui sont extrêmement stéréotypés, qui sont extrêmement idéalisés, entre guillemets, leurs thématiques d'intérêt. Les femmes, ça va être des thématiques autour du soin, c'est prendre soin de son animal, prendre soin de sa communauté, prendre soin de tout ça. L'homme, ça va être le combat, la guerre, la compétition, cette façon d'écraser l'autre. La femme, quand elle est présente dans le jeu vidéo, elle a des attributs sexuels extrêmement mis en avant. Elle est super sexualisée d'ailleurs dans la communauté des gamers, de moins en moins heureusement, mais quand même beaucoup. Dans le dessin animé et dans le film, tout de suite, il y a des intentions et des intérêts souvent autour de la romance, autour des vêtements, de tout ce qui est très superficiel pour les femmes. Très vite pour l'homme, il s'agit de montrer ce qu'il faut, démontrer sa virilité, faire preuve de force, être protecteur, enfin des choses qui stéréotypent énormément et qui proposent un modèle qui est en fait complexant pour l'adolescent, parce qu'en fait on n'est jamais à la hauteur de la personne qu'on incarne dans le jeu vidéo. Et là on arrive ou à laquelle on souhaiterait s'identifier dans le film. Vous prenez n'importe quelle série, l'adolescent dans la série, il a tous les 3 épisodes, il rencontre une nouvelle amoureuse, un nouvel amoureux, ça se passe hyper bien, il leur arrive des trucs de fou, ils ont une vie sexuelle incroyable, enfin ce sont des choses pas du tout réalistes et qui sont très pressurisantes pour l'individu en construction. Et dans le jeu vidéo, on arrive à un autre danger, le danger de l'addiction, des conduites addictives, dans le sens où à un âge où on est en construction, où on a beaucoup de réalités compliquées à confronter, à justement digérer, à un âge où on est en rejet de soi-même parce qu'on s'aime pas physiquement, on s'accepte pas, on s'aime pas non plus dans ses capacités intellectuelles, dans son humour, dans ses capacités sociales, il y a beaucoup de choses de soi qu'on rejette, et où l'adulte n'est pas toujours très bon pour compenser cet aspect-là. En fait, lorsqu'on a la capacité d'incarner quelqu'un dans un jeu vidéo qui est tout ce qu'on n'est pas, dans un jeu dans lequel on a des chances, on peut revivre, on peut revenir en arrière, on a des secondes chances, on n'est pas jugé, parce qu'on joue avec des gamers qui globalement ont souvent aussi notre âge, donc qui traversent les mêmes problématiques, et ben en fait, au bout d'un moment, on n'a plus trop l'intérêt de retourner dans la vie réelle. Et on se coupe de la vie réelle et de ses problématiques pour s'enfermer dans un univers virtuel qui est quand même nettement plus sécurisant. Du coup, c'est vrai que du coup, on a vu les points positifs, on a vu les aspects négatifs. Effectivement, il y en a nombreux, il y en a vraiment énormément. Est-ce que tu aurais des astuces maintenant pour que les parents puissent les protéger ? Comment faire pour essayer de garder ce lien quand même avec eux, les accompagner le mieux possible ? Parce que bien évidemment, on peut pas leur dire stop, c'est fini les réseaux sociaux, maintenant je supprime ton téléphone. Enfin voilà, est-ce que tu as des pistes pour aider les parents justement face à tout ce chamboulement, qu'ils comprennent plus ou moins ? Oui, alors les pistes, il y a de nombreux outils déjà qui existent aujourd'hui. Alors pour le coup, c'est pas mon expertise, il suffit de googler tout ça. Il y a beaucoup d'outils, de filtres et de contrôles qui sont mis à disposition et de plus en plus efficaces à disposition des parents pour protéger leurs enfants de l'utilisation qu'ils peuvent faire malencontreusement des écrans. Alors moi en tant que psychologue, mes premiers conseils c'est déjà le bête et méchant de se référer à la règle qui commence à être très connue du 3-6-9-12. Pas d'écran du tout avant les 3 ans. On arrête avec ce fantasme de je vais stimuler mon enfant au max, je vais lui mettre des mots en anglais devant des écrans. L'enfant, avant ses 3 ans, il a besoin d'être stimulé par ce qu'il découvre avec ses sens. Il a besoin de mettre sa main dans le pot de terre, de manger la terre, de comprendre que c'est pas bon et d'essayer avec un autre objet après. Il a besoin de toucher des fleurs ou toucher un radiateur et de voir que c'est très chaud. Il a besoin d'être dans l'interaction avec l'adulte, de se sentir regardé, il a besoin du regard, il a besoin de la parole, il n'y a rien de pire que l'écran. Parce qu'il va justement s'habituer à être dans l'interaction avec un écran et non pas avec le visage de l'adulte. Et ça peut développer une anxiété sociale et cette manière, plus ou moins consciente, de se réfugier toujours plus près de l'écran. Avant 3 ans, pas d'écran. Avant 6 ans, pas de jeux vidéo. Avant 12 ans, pas d'utilisation d'internet non supervisée. Et ça veut pas dire qu'à 12 ans, on lâche l'enfant sur internet. Avant ses 12 ans, on va sur internet avec lui pour lui apprendre pour lui en apprendre les dangers, pour lui faire intégrer les limites. Alors déjà, il y a 3 sujets qu'un parent ne peut pas ne pas aborder avec son enfant s'il le laisse utiliser internet seul. C'est le harcèlement,
parce qu'il est très très présent sur internet et sur les réseaux sociaux. Le réseau social, c'est vécu souvent comme un espace parallèle en termes de loi. C'est-à-dire que ce qu'une personne ne s'autoriserait jamais à faire dans l'espace public, il s'autorise à le faire sur l'espace virtuel. D'accord. En plus, il y a une espèce de... la psychologie de foule s'applique, je vais pas le développer ici, mais s'applique à internet. Ce qui fait qu'il y a cette espèce de synergie, cette espèce d'émulation qui fait que l'adolescent, l'enfant, peut être entraîné à faire et dire des choses qu'il n'aurait jamais dit en temps normal. Parce qu'il est aussi à un âge où il est très sensible, ça s'explique aussi au niveau de son développement cérébral, il est très très sensible à l'injonction sociale, au regard de l'autre, et à ce que lui suggère ses émotions, beaucoup plus qu'adulte, où en fait on a un lobe préfrontal beaucoup plus développé qui nous permet de créer un filtre plus puissant. Donc les 3 choses qu'il est vraiment indispensable d'aborder, donc le harcèlement, la pornographie, c'est indispensable de parler de pornographie avec un enfant qui va aller sur internet. Il y aura des pop-up, il y aura des pubs, il y aura des contenus suggérés, il y aura des sites en fait, et même lui un jour il va tomber dessus. La pornographie c'est partout sur internet, donc sauf si c'est un enfant qui vit au fond des bois, il aura accès à la pornographie. Un copain va montrer, un cousin va montrer, un copain grand frère va montrer. Moi les premiers enfants qui arrivent ici parce qu'ils ont été choqués par un contenu pornographique, ils ont 8 ans. En France, l'âge moyen de premier visionnage de porno, c'est 11 ans. Donc il faut vite se protéger et protéger son enfant en arrêtant d'être idéaliste et de se voiler la face. Votre enfant va voir du porno en fait à un moment. Donc la meilleure chose à faire, c'est de le prévenir. En s'adaptant évidemment à sa maturité émotionnelle et intellectuelle. En disant écoute, à un moment tu peux tomber sur des images où il y aura des gens tout nus, qui feront des choses qui vont te gêner, tu comprendras pas trop, à ce moment-là tu coupes, et tu viens voir papa ou maman, tu viens lui en parler, ou ta maîtresse, si tu veux pas en parler à papa et maman, ou ta psychologue, enfin, s'il voit une psy. Enfin, voilà. Prévenir, ne serait-ce que ça. Si tu vois des gens un peu tout nus sur un écran... Et le fait qu'ils soient prévenus en amont sera moins choquant, du coup, au moment où ça arrive. Mais il serait capable de s'en méfier, en fait. Il se souviendra, papa et maman m'ont dit que si je ressentais ça en voyant ça, si je voyais ce type de contenu, il fallait vite leur en parler. Et plus les parents le diront sans le charger de reproches, de crainte, plus l'enfant se sentira libre de leur en parler et ça ouvrira le dialogue. Et la violence. Il y a beaucoup de violence sur internet, qu'elle soit verbale ou physique. D'accord. Pour te donner une idée, il y a sur YouTube, bon maintenant c'est des contenus qui ont été banned, enfin qui ont été supprimés, mais en fait c'est des contenus qui sont réalimentés tout le temps, donc on peut les trouver, enfin, c'est un espèce de flux tendu malheureusement. On pouvait voir des décapitations par Daesh, d'otages. Donc on peut vraiment trouver des choses extrêmement violentes sur internet, à un âge où en plus il y a une certaine fascination autour de la violence, donc il faut vraiment en prévenir et former. C'est une vraie formation de former son enfant à internet, former l'enfant autour de ces sujets, entre autres parce qu'il y a ce danger soit de s'identifier à l'agresseur et de devenir un agresseur, soit de s'identifier à la victime et de se cloisonner dans une posture de victime. Et après il y a une troisième conséquence qui est celle plutôt de réparer. Là, c'est des personnes qui vont se tourner vers des métiers ou vers des préoccupations plus aidante, donc ce qui fait moins de dégâts, mais c'est pas très utile de traumatiser un enfant avec des propos ou des contenus violents, quoi qu'il en soit. Le meilleur moyen finalement aussi de protéger un individu de ce qu'il peut rencontrer sur internet, c'est de former son esprit critique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut s'éloigner des injonctions du ça c'est bien, ça c'est mal, il faut discuter. En fait, ça paraît évident, mais je trouve que c'est important de le répéter. Il faut mettre en place un dialogue avec l'enfant, avec l'adolescent. Il faut que l'enfant et l'adolescent perçoivent le parent, l'adulte, comme un interlocuteur crédible. Donc déjà, il faut se renseigner. Qu'est-ce qu'ils regardent comme youtubeur, qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils suivent sur TikTok, qu'est-ce qu'ils suivent sur Instagram, comment est-ce qu'ils utilisent Snapchat, qu'est-ce qu'ils regardent comme série. Peut-être que ça va gaver le parent comme contenu, mais c'est son devoir de s'y intéresser. Il s'est passé quoi dans ton épisode aujourd'hui, ça raconte quoi? Et plutôt que de dire c'est pas bien, c'est mal, ah, et t'en penses quoi? Est-ce que tu trouves ça un peu violent, peut-être? Ça me paraît... Moi, je retrouve ça hyper violent. Enfin, échanger sur ces choses-là. Un peu ce qu'on peut faire quand nous-mêmes on regarde une série, on en discute aussi avec soit la personne avec qui on a regardé la série, soit des amis qui regardent la même série, et finalement c'est aussi des sujets de discussion. Complètement, et en fait ça permet de forger un esprit critique qui lui va protéger l'enfant, parce que l'adulte sera pas toujours là avec lui. Donc c'est super important déjà d'être vu comme crédible, c'est-à-dire qu'on n'est pas le vieux con qui n'y connaît rien. L'enfant peut en parler, il va comprendre. Moi j'ai plein d'ados qui m'ont parlé de pornographie en me disant qu'ils pouvaient pas en parler à leurs parents parce qu'ils les sentaient à 1000 km de tout ça.
Puis c'est vrai qu'aborder le sexe avec ses parents, c'est pas forcément quelque chose d'hyper facile, que ce soit et pour l'ado et pour le parent. La meilleure technique étant de parler d'un tiers. J'ai entendu dire que machin avait vu ça, toi t'en penses quoi, t'aurais dit quoi, est-ce que c'est un truc que vous voyez beaucoup, vous les jeunes, parler d'un tiers. L'adolescent et l'enfant sont assez étonnamment naïfs et parlent facilement d'eux quand ils ont l'impression de parler de quelqu'un d'autre. Demander leur opinion, l'adulte demande très rarement l'opinion de l'adolescent. Demandez-lui ce qu'il en pense, ce qu'il ressent, la façon dont il perçoit les choses. C'est comme ça que vous aurez une meilleure idée, enfin que l'adulte a une meilleure idée de ce qui se passe en fait. Et c'est comme ça qu'il peut protéger. Oui, de savoir si là il y a peut-être un risque et dans ce cas-là, si lui-même n'arrive pas peut-être à le gérer, à se diriger vers un psychologue ou n'importe qui d'autre qui peut aider à ce moment-là. L'oncle, la tante un peu jeune, le cousin un peu plus vieux, la personne de confiance pour l'ado. Donc établir un dialogue, être crédible, s'intéresser, établir cependant des limites très nettes, entre autres l'utilisation des écrans. C'est contextuel. Je ne suis pas sur mon réseau social virtuel quand je suis en contact avec quelqu'un d'autre en face de moi. Le réseau social réel prend toujours le pas sur le réseau social virtuel. Première règle, pas de téléphone à table. On est à table, mais que les parents s'y plient. Enlève-moi ton téléphone, mais je décroche, mais non, mais c'est mon patron, mais non, mais c'est ma mère, mais non, mais c'est vrai que c'est ma soeur, j'avais dit de me rappeler. Non, les règles doivent être les mêmes pour tous. Pas de téléphone après une certaine heure. Le parent a droit de regard jusqu'à un certain âge sur le contenu que regarde son enfant, donc pas d'ordi dans les chambres, pas de télé dans les chambres, dans le salon, au milieu du salon. Si tu regardes quelque chose que tu penses être dangereux pour toi, faut pas que tu le regardes, donc autant que moi je puisse le voir. En tant que parent, il y a un droit d'inquiétude en fait, on a le droit de s'inquiéter, on a le droit de prendre soin jusqu'à un certain âge, sans que ce soit du voyeurisme et de l'intrusion, sans être les parents qui vont venir commenter les contenus hyper gênants sur les réseaux sociaux, sans faire du jeunisme non plus. Mais voilà, voir et contextualiser. Il y a des endroits, il y a des moments pour tout. On mange pas n'importe quand et n'importe où dans une maison et dans une vie familiale. Et Internet c'est pareil, il y a un contexte. Donc voilà, et ça faut être très net dessus, de façon à ce qu'en grandissant, le futur adulte soit capable de se dire non, là c'est plus une heure pour. Ou non, là je suis avec mes potes, qu'est-ce que je fais avec mon téléphone, parce qu'il aura encore une fois intégré par lui-même ces limites-là qui sont indispensables. Trop bien. J'espère qu'au moins il y a des personnes qui vont pouvoir avoir des petites astuces comme ça dans tout ce contenu que tu as pu nous donner, parce que c'est hyper intéressant et je pense que voilà, chacun peut arriver à adapter aussi certaines choses en fonction du contexte actuel de la famille, par rapport aux règles qui sont déjà mises, parce que c'est vrai que souvent les parents ont du mal à appliquer de nouvelles règles en se disant nous on peut pas le faire parce qu'on a déjà autre chose en place. Donc c'est aussi de piocher à l'intérieur de toutes ces pistes de réflexion que tu as pu donner pour essayer de faire quelque chose de plus adapté possible à sa famille, quoi. Adapté et faisable, parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont dans le tout ou rien. Soit je lâche complètement l'affaire vis-à-vis des écrans, soit j'interdis complètement, ce qui n'est pas une solution, parce que l'enfant trouvera un autre endroit pour être sur les écrans. Donc c'est avoir le courage de faire quelque chose, un entre-deux, de mettre quelque chose d'adapté. Aussi se dire que c'est comme plein de sujets, que ce qu'on entend sur l'écologie, etc., que mieux vaut faire un peu que rien du tout. Et puis être cohérent. Encore une fois, j'insiste, le parent qui ne suit pas les règles qui les dictent, pas très crédible. On entend souvent on apprend par l'exemple. Oui, c'est important ça, de dire ça. Le nombre d'enfants qui me disent, surtout à propos des papas. Le papa, de toute façon, quand je le vois le soir et en fait il est sur son écran sur le canapé. Voilà, c'est une phrase que je pourrais marquer. Je vais faire un petit trait, je vais pas terminer. Et une autre chose que j'ai pas évoquée, c'est la question du smartphone. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde a un smartphone. Moi, je recommande qu'il n'y ait pas de smartphone avant le lycée. Avant le lycée, à part appeler en cas d'urgence, appeler ses amis, envoyer des textos à ses amis, très bien, appeler ses parents s'il y a un problème. On n'a pas besoin d'un smartphone. C'est vraiment un frein à l'intégration sociale, et puis il y a besoin d'autres outils, parce qu'on est plus indépendant au lycée, on se déplace tout seul, etc. Donc au lycée, oui. Mais avant, parce qu'un smartphone, c'est Internet. Et c'est plus qu'Internet, parce qu'il y a moins de blocage. Il y a moins de barrières. Après, c'est vrai que c'est pas évident, parce que en général, quand tu rentres au collège,
t'as souvent ton premier téléphone à ce moment-là parce que t'es un peu passé dans la catégorie des grands et du coup t'as envie un petit peu d'avoir toutes ces nouvelles choses que tu peux avoir parce que maintenant t'es grand et du coup tu peux enfin les avoir. Et puis t'as aussi le fait que les autres aussi en ont et du coup c'est compliqué de dire à son enfant non, je peux pas te donner un smartphone pour telle ou telle raison alors qu'il voit tous les autres qui sont dessus. Et du coup, comme tu as expliqué tout à l'heure, effectivement si du coup t'as ton cercle d'amis au collège et que ça continue sur les réseaux, si t'as pas ce smartphone là pour continuer à être en lien avec tes amis, qu'est-ce qui se passe du coup? C'est peut-être un peu compliqué, non, aussi à gérer pour l'ado? C'est compliqué à gérer pour l'ado, c'est compliqué à gérer pour le parent, c'est aussi le prix de sa bonne santé. Donc je pense que c'est beaucoup d'efforts, en effet, beaucoup de choses à mettre en place. Déjà, c'est valoriser les interactions sociales dans la vie réelle. Donc potentiellement, si on a un parent qui prohibe les smartphones, c'est être le parent qui invite chez lui, qui propose des sorties, qui accepte des sorties. C'est être le parent qui accepte d'avoir TikTok, WhatsApp, Instagram sur son portable à lui et de le mettre à disposition de son enfant de temps en temps. C'est être le parent aussi qui va venir combler le manque de confiance en soi que l'écran comble souvent de son enfant, ce qui demande des efforts en plus. Donc c'est déléguer finalement à l'écran beaucoup moins de choses, c'est sûr. Et c'est difficile. C'est très compliqué, je vais pas dire l'inverse. C'est un choix. C'est un choix à mettre en place. Mais c'est pas impossible. Ce qui est certain, c'est que ça n'est pas impossible. D'accord. Du coup, on arrive à la question pour les auditeurs. Alors, est-ce que tu as un message à transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui, même si tu nous en as déjà transmis beaucoup? Alors, un message à transmettre aux parents. Ne vous laissez pas décourager par ce monstre qu'est qu'aujourd'hui le virtuel, qui peut aussi être un monstre très utile et très positif. Ne vous laissez pas décourager. Ne vous laissez pas culpabiliser, faites du mieux que vous pouvez finalement. Renseignez-vous. Le plus grand danger, c'est de ne pas être au courant. Renseignez-vous et échangez. Renseignez-vous et échangez avec vos enfants. Rappelez-vous que les lois interdisent normalement à un enfant d'être inscrit sur un réseau social avant ses 13 ans. Vous pouvez prendre ça pour être peinard jusqu'aux 13 ans de votre enfant et prendre la loi comme appui. Évidemment, ce que j'ai dit aujourd'hui dans le podcast, c'est extrêmement vulgarisé, c'est extrêmement synthétique, donc ça manque de nuances, il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas passées. Donc s'il y a des problématiques spécifiques, n'hésitez pas à contacter un professionnel, on est là pour ça. Alors, on n'est pas tous formés dans ces questions-là, mais on est beaucoup à l'être, donc on est là pour ça. N'hésitez pas à vous référer à des personnes extérieures. Et je sais que du coup, tu fais aussi des conférences là-dessus. Alors en effet, de par mon activité et les problématiques que j'ai rencontrées, j'ai réalisé qu'en fait il y avait peu de contenu, un peu comme toi finalement. Peu de contenu mis à disposition des éducateurs d'adolescents. Donc je propose aux adultes qui sont en contact avec des adolescents, donc des soignants, des éduxpés, des psys, des psychomotes, mais aussi beaucoup de parents et de professeurs, un cycle de conférences autour de thématiques liées à l'adolescence. Et parmi ces conférences, il y a une conférence gratuite et libre d'accès, je le précise, qui porte d'un point de vue psychologique strictement, sur l'utilisation des écrans et des réseaux sociaux par les adolescents. Voilà. Et du coup, on peut retrouver où cette conférence? Alors j'ai un site internet. Ok. J'ai un site internet que tu mettras en lien, j'imagine. Oui. Ok. J'ai un site internet sur lequel sont spécifiées les dates de mes conférences. J'ai aussi une page Facebook sur laquelle sont publiés les événements de mes conférences. D'accord. Et mes interventions extérieures. Donc ça peut être pas mal pour avoir des alertes et pour s'inscrire et demander des informations. Et vu que c'est en ligne, tout le monde peut y avoir accès, donc c'est super. Un des grands avantages des réseaux sociaux. Et j'ai évidemment une adresse mail et un numéro de téléphone pro pour des contacts un peu plus spécifiques ou des demandes de prise en charge. Super. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Un plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!